comment on peut piloter des grandes cultures au champ avec cette fameuse approche pH redox que Olivier a maintenant étudiée depuis plus de 20 ans et démontré son intérêt pour comprendre la santé des cultures et donc derrière leur productivité. Et pourquoi aujourd'hui on se rapproche aussi de cette approche pH redox, c'est que l'ensemble de nos produits sont fabriqués en fait sur l'approche scientifique du couple pH redox des cultures. Donc au tout début, c'était la fameuse bioélectronique de Louis-Claude Vincent. Et après, donc Olivier a beaucoup plus retravaillé ça et appliqué ça concrètement au champ. Et donc nous, l'ensemble de nos produits sont basés là-dessus. Pour faire un exemple très concret, on a notre produit phare qui est le Fertile Grande Culture. Bah, son objectif, c'est orienter la plante vers une zone pH redox confortable de développement en sécurisant son activité photosynthétique, en apportant des antioxydants, etc. Maintenant, revenons un petit peu au concret. Nous, l'objectif pour tous, que ce soit viticulteur, arboriculteur, céréalier, nous, l'objectif, c'est sécuriser la productivité dans un contexte d'aléa climatique. Et ça passe par une chose. Olivier, il l'a dit tellement de fois, il l'a redit aujourd'hui plein de fois, mais si vous avez déjà écouté ou vu Olivier en conférence, ça passe par une chose, c'est la photosynthèse. Et la photosynthèse, pourquoi elle nous intéresse? Parce que c'est la ressource primaire énergétique de la plante et elle sert à fabriquer de la biomasse. Il y a une partie qui va être exsudée par les racines et il y a une partie qui va sécuriser l'état de reproduction de la culture. Sauf que ça, c'est un petit peu la théorie, parce que normalement, on devrait utiliser tout ça pour faire de la biomasse au maximum, etc. Mais, on vous l'a dit, il y a des aléas climatiques. Et ces aléas, ce sont des stress. Et ces stress, Olivier le dit très très bien, ces stress, c'est de l'oxydation. Et cette oxydation, en fait, c'est de la perte d'énergie. En fait, on a un Pac-Man qui vient grignoter petit à petit dans la ressource énergétique de la plante que vous avez ici. C'est très schématique, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Et donc, ça fait que naturellement, la plante, en fait, quand il y a des stress, elle va chercher à compenser cette oxydation en mettant à profit les sucres, les photosynthétas, qui sont acido-réducteurs. Et donc, dans tout ça, ça veut dire que on est potentiellement capable d'appréhender un petit peu plus tout ce qui se passe dans la plante, parce que ça, c'est un peu théorique, on pourrait dire. Mais aujourd'hui, on a des appareils qui nous permettent de mesurer déjà le statut oxydatif, donc le potentiel redox, mais aussi l'activité photosynthétique, parce qu'on est capable de mesurer le degré Brix, on va le voir juste après. Et puis après, il y a d'autres paramètres, la conductivité, etc., qui sont assez en lien avec tout ça. Et donc, c'est là que vient l'intérêt de ce Nutriscope, c'est qu'on a un outil qui nous permet de mesurer 5 paramètres de santé maintenant. Alors, on en avait 4 au début, qui étaient le Brix, le pH, le redox, la conductivité. Et maintenant, on a rajouté la chlorophylle qui est très en lien en fait avec le Brix. Qui plus est, Olivier le disait, on a la capacité aujourd'hui avec cet outil d'aller encore plus loin. On avait la première version de spectromètre qui était le foot scanner, alors qui était excellent déjà pour une première approche, mais le Nutriscope a développé encore plus de compétences pour notamment la calibration de prédiction de valeurs minérales au sein de la sève. Donc ça va passer par l'azote, le phosphore, etc. Olivier l'a dit, et puis on les repassera un peu plus en détail juste après. Mais le gros avantage de cet outil, c'est qu'il permet de mesurer en quelques secondes, donc 15 secondes c'est un scan, pour faire une mesure, mais comme une mesure, ce n'est absolument pas représentatif de ce qui se passe au sein d'une parcelle, eh ben on va pouvoir faire 15, 20 mesures pour faire une moyenne et avoir déjà un aperçu beaucoup plus représentatif et intéressant pour peut-être avoir des clés de pilotage à la parcelle. Et donc, pour commencer un petit peu cette fameuse notion de pilotage, Olivier, on est parti de ses travaux et il nous a dit, on voit que un pH sève, c'est aux alentours de 6,4 l'optimal pour une grande culture, je précise, parce que vous l'avez vu pour la vigne. La vigne, c'est un pH plutôt aux alentours de 3,5. Tu disais tout à l'heure, au-dessus de 3, on a même on a plutôt 3,5, ça va être assez élevé, pardon. Donc on a des pH un peu différents pour la partie grande culture, qui est de 6,4 à plus ou moins 0,5, parce qu'on a des variations, comme vous l'avez vu sur la partie vigne. Et Olivier t'a aussi montré que l'objectif, c'était d'avoir une culture avec un redox de moins de 250 millivolts. Et puis après, on le peaufine en fonction du type de culture. Donc la vigne, ça peut monter un peu plus haut. Et on a vu que, par exemple, pour du blé, du colza ou du maïs, on était plutôt encore plus bas. Et donc c'est là qu'on a rajouté donc le Brix. Le Brix, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est pour simplifier, ça va être la concentration en sucre
d'un soluté. Donc de n'importe quel liquide, on dit c'est saccharose même si on veut être très précis, mais en fait on voit que globalement ça va représenter à peu près les sucres en général. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites par exemple en viticulture pour voir le degré de maturité du grain, bah, on vient mesurer ni plus ni moins qu'une concentration en sucre. Et pourquoi ça nous intéresse de mesurer une concentration en sucre? Bah, tout simplement parce que la photosynthèse, qui est la base de la santé d'une plante, elle produit des sucres. Et donc on vient en fait mesurer ni plus ni moins que l'activité photosyntétique de la plante. Et on rajoute à cela, on en a parlé un petit peu auparavant avec Olivier, la conductivité, qui est la fameuse donc, conductivité électrique ou minérale. En fait, on voit que c'est à peu près la même chose si on fait une simplification un petit peu de tout ça pour faire quelque chose de plus simple au champ. Et la conductivité, elle nous renseigne en fait de la charge minérale de notre liquide. En l'occurrence ici, comme on mesure ça sur la sève, enfin sur une feuille de la plante, on s'intéresse plutôt à la sève de la culture. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on avait le redox et le pH, et maintenant on a deux paramètres en plus qui viennent se greffer à tout ça et qui sont relativement intéressants, qui complémentent tout ça. Et qui plus est, ils sont aussi corrélés entre eux. On a vu qu'il y avait un lien très fort entre la photosynthèse et le redox, logique. Olivier l'a dit, plus on a une photosynthèse, plus on peut tamponner normalement le redox. On a vu aussi un lien entre le Brix et la conductivité. Parce que plus on a de sucre, plus on a aussi une partie qui peut être libérée dans le sol, donc potentiellement faciliter l'absorption d'éléments nutritifs, et c'est ce qu'on va voir juste après. Et enfin, on a aussi un lien entre conductivité et pH, parce que les éléments minéraux ont à grande majorité tendance à remonter le pH, donc l'alcaliniser. Donc ça, c'est ce qu'on a été un peu capable de comprendre avec ces quatre paramètres, et du coup de se dire qu'on avait vraiment quatre paramètres d'état de santé d'une plante. Et après, on rajoutera bien évidemment les minéraux. Est-ce que nous, de notre côté, on est capable de voir ces mêmes corrélations? Alors là, vous avez des mesures donc sur du blé. On a fait 13 000, vous avez 13 389 mesures. C'était sur la campagne 2021-2023, donc sur 2 années de consécutives. On a fait 13 000 mesures de Brix et de potentiel redox, et c'était avec le Food Scanner. Donc il n'y avait pas encore le Nutri-Scope à l'époque, mais il y avait déjà un très bon outil qui était le Food Scanner. Vous avez ici donc sur l'axe des abscisses le degré Brix, donc la concentration en sucre de la sève, et le potentiel redox de celle-ci. Si on fait une corrélation linéaire mathématique, ce qu'on a vu, c'est que vous avez ici l'équation de la droite qui est donnée par la corrélation linéaire de Pearson, pour ceux que ça intéresse. On a en fait une corrélation négative entre le potentiel redox et le Brix. Mon graphique, il me dit que plus j'ai de sucre, plus en fait je vais diminuer mon potentiel redox ici. Et en fait, ça correspond bien à ce qu'exprime Olivier en disant, normalement, ma photosynthèse permet de tamponner l'oxydation causée par les aléas climatiques ou même, naturellement, le vieillissement cellulaire. Le Nutri-Scope, on a réitéré donc en 2024 sur des calibrations, par exemple, d'éléments minéraux. On s'est amusé à faire, là, vous avez 15 000 mesures sur une seule année. C'est vous montrer à quel point l'outil devient beaucoup plus puissant. C'est que le Food Scanner était déjà beaucoup plus rapide qu'une mesure de base, et maintenant le Nutri-Scope, il a permis de démultiplier le nombre de mesures parce qu'on est sur une mesure non destructive et beaucoup plus performante qu'un Food Scanner. Et là, vous avez donc la même corrélation. Donc vous avez le degré Brix en fonction du potentiel redox. On est sur, j'ai oublié de préciser, mais on est sur du blé. Et vous avez donc plus de quasiment 15 000 mesures sur une seule année. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a exactement la même corrélation. Donc on a bien, vous voyez ici l'équation de ma droite qui descend. Donc plus mon degré Brix augmente, plus mon potentiel redox diminue. On voit qu'avec l'équation de ma droite, j'ai quasiment plus de 50% des variations de redox qui sont expliquées par le niveau d'intensité photosynthétique de votre culture. Donc là, c'était sur l'année uniquement, vous avez 13 000 mesures, c'était sur 2022, on était encore sur du blé. Et vous avez les mesures qui ont été faites sur la conductivité et le degré Brix. Donc on retrouve les mesures de degré Brix qui ont été faites, et cette fois-ci, on les a corrélées avec la conductivité, donc la fameuse charge minérale. Et ce qu'on a vu, c'était que plus, en fait, le degré Brix augmente, donc plus mon niveau de photosynthèse augmente au sein de la plante, plus la plante va être capable d'absorber, en fait, de se charger en éléments minéraux. Et ce qui est assez logique, parce que normalement, une plante saine,
va être déjà normalement un peu plus sur un sol sain, parce qu'elle va aussi tamponner tout ce qui se passe dans le sol, et elle va être capable de faire une meilleure prospection racinaire, et voire même faciliter en fait la mise à disposition d'éléments minéraux via la symbiose avec l'exudation racinaire pour les micro-organismes du sol. Donc là, concrètement, on a été capable de montrer qu'il y avait bien un lien très fort d'ailleurs, parce que vous voyez, le R carré, on est quasiment à 0,60, on est même à 0,60, excusez-moi, et on voit qu'on a un lien très fort entre l'absorption, parce que c'est la charge d'éléments minéraux de la plante, et son niveau de photosynthèse. Et on a fait exactement la même chose, cette fois-ci, non plus avec la conductivité et le Brix, mais avec le pH et la conductivité. Et on voulait voir comment on explique les variations de pH au sein d'une culture, parce que Olivier l'a dit tout à l'heure, ce qu'on voit très souvent, c'est que le premier paramètre qui va dériver, c'est le redox. Et ça, je vous confirme, en grande culture, c'est exactement pareil, et ça se voit très très facilement. Ce qu'on voit aussi, c'est que le pH, on a aussi une variation qui va se mettre un peu plus tardive que le redox. Et ce qui a été un peu intéressant, c'est que on peut potentiellement l'expliquer à travers la conductivité. Alors ça fait pas tout, mais ça explique sûrement un petit peu pourquoi le pH ne va pas autant s'acidifier que la montée de notre redox, parce que, comme le dit Olivier, plus je m'oxyde, plus je m'acidifie. Sauf que, vous le verrez, quand vous faites des mesures de routine sur du blé, sur du colza ou sur du maïs, le premier paramètre, c'est le redox qui s'oxyde, qui s'oxyde, qui s'oxyde, qui s'oxyde quand il y a un stress, mais le pH, il va s'acidifier beaucoup plus progressivement. Parce que, ce qu'on a vu nous, en tout cas de notre côté, c'était que naturellement, la plante était capable de tamponner l'acidité à travers la conductivité. Et c'est ce que vous avez ici, donc vous avez la conductivité sur l'axe des abscisses et le pH. Et ce qu'on voit, c'est que plus ma conductivité augmente, alors ça peut paraître aussi pareil fastidieux, mais comme on a quasiment 14 000, 13 500 mesures, en fait, on a quand même une grosse puissance statistique. Et ce qu'on voit, c'est que plus ma conductivité augmente, plus en fait, naturellement, mon pH va aussi augmenter. Donc en fait, j'ai bien montré à travers ces 13 000 mesures que la conductivité avait bien un pouvoir tampon sur le pH de la sève de ma grande culture. L'objectif, c'est sécuriser l'activité photosynthétique parce qu'elle est hyper importante, elle est primaire pour maintenir en fait un statut oxydatif le plus bas possible. Mais il ne faut pas oublier que la charge minérale est aussi très impactante pour sécuriser cette activité photosynthétique. Et c'est là où le Nutri-Scope il vient aussi révolutionner tout ça, c'est que il y a une grande partie d'éléments minéraux macro ou oligo qui interviennent et qui sont essentiels dans l'activité photosynthétique. Par exemple, vous le savez tous forcément que l'azote et le magnésium sont essentiels pour la fabrication de la chlorophylle. Et l'intérêt aujourd'hui du Nutri-Scope, c'est qu'on est capable de prédire avec une fiabilité inégalable au champ la concentration en azote de vos cultures et la teneur en magnésium. Et même, on a vu aussi qu'il y avait le fer et le zinc qui intervenaient dans la fabrication de la chlorophylle, notamment des photosystèmes. Vous avez également le cuivre et le manganèse qui interviennent dans la conversion de l'énergie lumineuse, notamment au sein des photosystèmes 2, pour transformer l'énergie lumineuse en énergie directement organique qui va être fabriquée pour fabriquer des sucres. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi un intérêt d'avoir, par exemple, la teneur en cuivre et la teneur en manganèse. Alors, tout à l'heure, Olivier le disait, on n'a pas encore le manganèse, mais on travaille aussi activement pour essayer de calibrer la prédiction du manganèse sur toutes les cultures qu'on est capable de mettre en place sur le Nutri-Scope. On a également le manganèse qui intervient sur l'hydrolyse de l'eau, qui est hyper importante dans la réaction photosynthétique. Donc là encore, on voit l'importance en fait aussi de nombreux oligos qui interviennent aussi en fait dans l'activité photosynthétique. Donc oui, il faut du soleil, de l'eau, mais il faut aussi certains éléments minéraux en concentration suffisante pour sécuriser cette activité photosynthétique. Et derrière, il en reste deux. Il y a le potassium, qui sert aussi pour l'ouverture et la fermeture des stomates, qui est essentiel pour l'absorption des gaz, notamment le dioxyde de carbone qui intervient directement dans la réaction photosynthétique. Et on a aussi, pour la migration des sucres, on a aussi le bore qui intervient directement pour la migration des sucres, pour être derrière lié à de l'azote et du soufre pour faire des acides aminés puis de la protéine. Donc là, en fait, on voit aussi l'importance des minéraux pour sécuriser l'activité photosynthétique. Parce que
Oui, la mesure de cette activité photosynthétique à travers le Nutri-Scope est essentielle, mais comprendre aussi pourquoi celle-ci n'est pas optimale grâce à l'équilibre minéral de votre culture, bah, c'est encore plus intéressant pour mieux piloter l'état de santé de votre culture et donc aussi son équilibre minéral. Et donc c'est là où il faut surtout pas oublier une notion, c'est cette notion d'équilibre. Parce que je vous le disais, il faut une concentration d'éléments minéraux, mais par contre, il faut surtout pas oublier cette notion d'équilibre parce que tous les éléments vont avoir potentiellement une influence sur d'autres éléments macro ou oligo-éléments. Par exemple, un qui est hyper connu, c'est l'antagonisme entre le calcium et le potassium. Mais ce que vous allez pouvoir constater très facilement dans les champs, c'est que en ce moment, par exemple, quand vous faites des nutriscopes sur du blé, eh ben vous allez voir que, allez, 80% du temps, vous allez avoir des teneurs en potassium qui sont très basses. Alors, il y a deux facteurs qui l'expliquent. Il y a un premier facteur, c'est si vous regardez la teneur en calcium de votre sève. Si celle-ci, elle est très élevée, elle est à plus de 1000, voire 1500 ppm au sein de votre sève, bah, vous allez pouvoir constater que, naturellement, votre teneur en potassium ne va pas pouvoir dépasser certains plafonds. Et qui plus est aussi, on a aussi très souvent entendu, bah, il faut exporter pour optimiser au maximum les pailles, pour les réutiliser, etc., dans votre élevage ou des choses comme ça. Bah, forcément que l'exportation des pailles, c'est un élément qui va pas être redistribué dans le sol, notamment parce que les pailles, elles vont apporter une grande quantité de potassium dans les sols. Donc forcément, à force d'exporter, donc d'avoir des systèmes qui sont avec beaucoup plus d'importation, beaucoup plus d'exportation, pardon, d'éléments que d'importation, donc avec une balance négative en termes d'import, et ben en fait, on va aussi retrouver des carences directement qui sont induites. Et celles-ci, on va pouvoir les mesurer directement avec le Nutri-Scope. Et donc là, vous avez un exemple d'application. Donc on avait un agriculteur qui a ramené trois pieds, enfin trois ensembles de pieds de blé, dont un qui était sain, un qui commençait à présenter en fait des taches de rouille, notamment sur les dernières feuilles, donc les feuilles les plus anciennes. Par contre, sur pardon, je vais faire dans l'autre sens, sur les premières feuilles qui sont tout juste pointantes ou entièrement étalées, elles commençaient à présenter quelques petits pustules de rouille. Et par contre, sur la F3, on avait vraiment un blé qui était bien attaqué au niveau de la rouille. Et ce que vous voyez concrètement, bah, ici, vous avez la mesure du potentiel redox sur ces trois différents pieds. Alors, c'est pas une mesure, hein, c'est 15 mesures. Donc, on a ici une moyenne. Alors, je vais pas rajouter l'écart type, mais à très juste titre, Olivier, je rejoins ce que tu dis. On voit aussi un énorme impact aussi sur la variabilité. C'est que les plantes qui sont beaucoup plus sujettes à des aléas climatiques et qui ne sont pas capables de tamponner tout ça, bah, en fait, on voit des écarts types extrêmement importants. Et j'avoue que j'ai pas pensé à les rajouter, mais merci pour le conseil. La prochaine fois, je les rajouterai. En tout cas, déjà, on peut voir des choses très intéressantes sur les moyennes. C'est que déjà, entre le blé qui est pas sain, le blé qui est sain et celui qui commence à être touché sur les dernières feuilles entièrement déployées, on a pratiquement un écart de 10 millivolts. Et Olivier, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu m'avais dit, il y a 1 ou 2 ans, que 10 millivolts, ça commence à être conséquent pour une culture. Et ce que vous pouvez voir même sur l'étage le plus bas, naturellement qui va être le plus âgé et qui a été le plus touché ici par la maladie, on est quasiment à 250 millivolts pratiquement. Donc on a carrément 40 points de plus. Et donc là, on a vraiment un écart très significatif sur une même parcelle. Là, c'était vraiment trois pieds qui ont été prélevés, deux échantillons qui ont été prélevés. On a mesuré donc 2 étages sur ici les 2 pieds là. Et ici, on a mesuré qu'un seul étage foliaire. Et on voit vraiment un écart très significatif au niveau du redox. Et comme Olivier le disait, le premier paramètre qui dérive, c'est le redox. Et c'est ce que l'on voit très facilement en champ. On voit plus de choses un petit peu sur le redox plus tôt le matin parce qu'on a moins l'impact de la photosynthèse qui vient tamponner ces variations de redox. Par contre, on voit quand même des écarts, quand il y a des écarts très significatifs, on peut les voir plutôt au courant de la journée. Mais on voit aussi des choses sur l'activité photosynthétique pour aller mesurer bah, le degré Brix. C'est une chose qui est hyper intéressante au cours de la journée pour voir si la photosynthèse bah, se met bien en route avec l'intensité lumineuse.
Et puis pour finir, ben, vous voyez bien aussi sur la conductivité, on voit bien aussi un impact, c'est que plus la plante va commencer à être malade, ben, plus on va avoir aussi d'autres paramètres de santé de la plante qui vont se mettre à dériver. Par exemple, la conductivité qui en est un. Ben, la plante qui va naturellement être très oxydée, elle va concentrer beaucoup moins d'énergie à capter les éléments minéraux. Et c'est ce qu'on a été capable de montrer, par exemple là, sur une simple mesure de 15 pieds de blé non sain et 15 pieds de blé qui n'étaient pas encore présentant de la maladie. Et je finirai, comme je vous le disais, sur une notion qui est hyper importante, c'est que n'oublions surtout pas la relation qui est juste la clé, c'est l'équilibre entre le sol et la plante. Parce que quand on vient mesurer uniquement avec le nutriope des feuilles, il faut surtout pas oublier de d'arracher les pieds complètement pour regarder aussi bah, la prospection racinaire, la porosité aussi. Olivier l'a dit de nombreuses fois, mais je ne peux que appuyer ce qu'on le dit, c'est que plus on voit un sol sain, une structure qui est poreuse, qui est capable de tamponner beaucoup plus les variations de précipitation, etc., bah naturellement, en fait, on va voir aussi cet équilibre de façon beaucoup plus importante sur votre culture. Donc voilà, je finirai sur cette petite clé qui est aussi la relation de base. Et puis, bah, merci en tout cas pour votre attention et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.